Quand l'électricité disparaît, le silence arrive toujours en premier. Le réfrigérateur s'arrête, le chauffage se coupe, le routeur s'éteint. Les téléphones commencent lentement à perdre leur batterie. Et soudain, toute la maison dépend d'une seule question. Combien de temps va durer la panne? La plupart des gens répondent à cette peur de la même manière. Ils achètent un groupe électrogène coûteux, le rangent au fond du garage et l'oublient pendant plusieurs années. Puis, le soir où ils en ont réellement besoin, ils découvrent que le carburant est trop vieux, que la batterie de démarrage est morte ou qu'une pièce refuse de fonctionner. Pendant ce temps, une autre machine attend juste devant la maison. Elle possède un moteur, elle transporte du carburant, elle recharge une batterie chaque fois qu'elle fonctionne. Et contrairement au groupe électrogène oublié sous une bâche, vous l'utilisez probablement plusieurs fois par semaine. Cette machine, c'est votre voiture. Non, votre voiture ne peut pas alimenter toute votre maison comme si rien ne s'était passé. Elle ne fera pas fonctionner simultanément le four, le chauffe-eau, la climatisation et toutes les prises du bâtiment. Mais avec le bon équipement et une méthode raisonnable, elle peut maintenir en fonctionnement les appareils qui comptent vraiment. Quelques lampes, les téléphones, un ordinateur, le routeur et, dans certains cas, un réfrigérateur ou un congélateur. Au Japon, la préparation aux catastrophes ne repose pas seulement sur l'achat de matériel. Elle repose sur une idée beaucoup plus simple. Identifier ce que l'on possède déjà, comprendre ses limites et prévoir une solution de secours avant que le problème ne commence. Voilà le véritable secret japonais. Ce n'est pas un appareil mystérieux, c'est la redondance. Votre voiture produit déjà de l'électricité. Lorsque son moteur fonctionne, l'alternateur recharge la batterie et alimente les systèmes électriques du véhicule. Les phares, la ventilation, l'électronique de bord et les prises accessoires. Le problème, c'est que cette électricité n'est pas directement compatible avec la majorité des appareils domestiques. La batterie d'une voiture classique fournit environ 12 volts en courant continu. Dans de nombreux pays francophones, les appareils domestiques sont conçus pour recevoir environ 1 000 000 TNV en courant alternatif. Vous ne pouvez donc pas prendre la fiche de votre réfrigérateur et la connecter directement à la batterie. Il faut placer un convertisseur entre les deux. Cet appareil s'appelle un onduleur ou convertisseur 12 volts vers 1 000 000 TNV. Son rôle est simple. Il transforme le courant continu de la batterie en courant alternatif utilisable par certains appareils domestiques. Mais c'est précisément ici que beaucoup de personnes commettent leur première erreur. Elles achètent le plus gros convertisseur possible, lisent une puissance spectaculaire sur l'emballage et pensent qu'elles viennent de transformer leur voiture en centrale électrique. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La puissance indiquée sur le convertisseur n'est pas nécessairement la puissance que votre voiture peut fournir durablement. Un convertisseur de 2000 watts branché sur un système de 12 volts peut demander un courant énorme. Cela exige des câbles adaptés, une protection par fusible, des connexions solides et une capacité suffisante du système de charge du véhicule. Une mauvaise installation peut faire chauffer les câbles, endommager le convertisseur, vider la batterie ou provoquer un incendie. La règle la plus importante est donc la suivante. Ne choisissez jamais votre convertisseur uniquement en fonction du nombre écrit en gros caractères sur la boîte. Commencez par les appareils que vous voulez alimenter. Additionnez leur consommation réelle. Vérifiez leur puissance de démarrage. Puis, consultez le manuel du véhicule et les instructions du fabricant du convertisseur. Pour les téléphones, les lampes à LED, le routeur ou un ordinateur portable, les besoins restent relativement modestes. Pour un réfrigérateur, la situation est différente. Un réfrigérateur peut consommer peu une fois en fonctionnement, mais son compresseur peut demander un pic de puissance beaucoup plus élevé au démarrage. C'est pour cette raison qu'un convertisseur apparemment assez puissant peut s'arrêter au moment précis où le compresseur tente de démarrer. Un petit wattmètre branché sur la prise peut vous aider à mesurer la consommation réelle de vos appareils avant la panne. Faites ce test aujourd'hui dans le calme. Pas pendant une tempête, pas dans l'obscurité, pas au moment où la nourriture commence déjà à se réchauffer. La deuxième erreur consiste à utiliser la prise 12 volts du tableau de bord pour alimenter un gros appareil. Cette prise est pratique pour un chargeur de téléphone ou un petit convertisseur. Mais elle est généralement protégée par un fusible et conçue pour une puissance limitée. Si vous lui demandez d'alimenter un appareil trop puissant, le meilleur scénario est que le fusible saute. Le pire scénario est que la prise ou le câblage surchauffe. Pour une puissance plus élevée, certains convertisseurs sont conçus pour être reliés directement à la batterie à l'aide de câbles courts, correctement dimensionnés et protégés par un fusible. Cependant, ce raccordement doit suivre exactement les instructions du fabricant. On ne devine pas la section du câble. On n'improvise pas la position du fusible. On ne laisse pas une pince mal serrée sous le capot. Lorsque le courant devient important, une connexion légèrement mauvaise peut se transformer en résistance électrique.
Et cette résistance se transforme en chaleur. Si vous n'êtes pas parfaitement à l'aise avec ce type d'installation, demandez à un électricien automobile ou à un installateur qualifié de préparer le raccordement. Une installation réalisée une fois correctement vaut mieux qu'une improvisation dangereuse pendant une urgence. Supposons maintenant que votre convertisseur soit correctement installé. Vous avez encore une règle absolue à respecter. Ne branchez jamais la sortie du convertisseur dans une prise murale de la maison. Jamais. Il existe sur Internet des câbles possédant une fiche mâle à chaque extrémité. Certaines personnes les présentent comme une façon rapide de réinjecter de l'électricité dans le réseau de la maison. Ces câbles peuvent rendre les broches exposées mortellement dangereuses. Ils peuvent également envoyer du courant dans des circuits qui devraient être hors tension et mettre en danger votre famille, vos voisins ou les techniciens qui réparent le réseau. Pour alimenter les circuits fixes d'un bâtiment, il faut un inverseur de source ou un dispositif de transfert adapté, installé par un professionnel selon les règles locales. Pour une installation temporaire simple, vous ne touchez pas au tableau électrique. Vous branchez directement les appareils essentiels sur le convertisseur à l'aide de rallonges adaptées à la puissance demandée. Une rallonge pour le réfrigérateur, une multiprise de qualité pour les chargeurs et les petites lampes, éventuellement une autre ligne pour le routeur ou un congélateur, à condition que la capacité totale reste dans les limites du système. Les rallonges doivent être mises à la terre lorsque l'appareil l'exige, prévues pour la charge utilisée et entièrement déroulées. Une rallonge enroulée sur elle-même peut retenir la chaleur. Une rallonge écrasée sous une fenêtre ou une porte peut voir son isolation endommagée. Un câble trop fin peut chauffer bien avant que vous ne réalisiez qu'il existe un problème. Maintenant, parlons de la règle qui ne supporte aucune exception. Le véhicule doit rester dehors, pas dans un garage fermé, pas dans un garage avec la porte entrouverte, pas dans un abri partiellement fermé, pas sous une fenêtre ouverte. Un moteur produit du monoxyde de carbone. Ce gaz n'a pas de couleur et pas d'odeur. Vous pouvez ne rien remarquer pendant qu'il s'accumule dans la maison. Placez le véhicule à l'air libre, aussi loin que raisonnablement possible des fenêtres, portes et entrées d'air. Orientez l'échappement dans la direction opposée au bâtiment. Installez des détecteurs de monoxyde de carbone fonctionnant sur batterie dans la maison. Et si une personne ressent des maux de tête, des vertiges, des nausées, une faiblesse inhabituelle ou de la confusion, arrêtez immédiatement le moteur, éloignez-vous de la zone et contactez les services d'urgence. Aucun réfrigérateur ne mérite que l'on mette une vie en danger. Une fois ces règles comprises, le système devient beaucoup plus simple. Vous ne cherchez pas à reproduire le confort normal de toute la maison. Vous cherchez à protéger quelques fonctions essentielles. Commencez par la lumière. Une lampe à LED consomme très peu comparé à un appareil de chauffage. 2 ou 3 lampes bien placées peuvent rendre une maison sûre sans gaspiller une grande quantité d'énergie. Ensuite viennent les communications. Un téléphone chargé permet de recevoir les alertes, de consulter les informations locales et d'appeler les secours. Le routeur peut également être utile si le réseau Internet fonctionne encore dans le quartier. Puis vient la conservation des aliments. Un réfrigérateur bien fermé conserve sa température beaucoup mieux que la plupart des gens ne l'imaginent. Pendant une panne, évitez de l'ouvrir constamment. Décidez de ce dont vous avez besoin avant d'ouvrir la porte. Prenez tout en une seule fois. Refermez immédiatement. Le congélateur doit rester fermé autant que possible. Votre objectif n'est pas nécessairement de faire fonctionner le compresseur 24 heures sur 24. Votre objectif est de maintenir une température sûre en utilisant le moins d'énergie possible. Mais chaque appareil est différent. Certains réfrigérateurs démarrent facilement sur un convertisseur à ondes sinusoïdales pures, correctement dimensionné. D'autres possèdent une électronique plus sensible ou un appel de courant trop important. Vous devez le vérifier avant l'urgence. Ne présumez jamais qu'un appareil médical fonctionnera correctement sur un convertisseur simplement parce que sa fiche entre dans la prise. Pour tout dispositif médical, utilisez uniquement une solution approuvée par le fabricant de l'appareil et préparez un véritable plan de secours avec un professionnel de santé ou le fournisseur du matériel. Maintenant, voici la partie qui change complètement l'expérience. Faire tourner un moteur uniquement pour charger 2 téléphones est peu efficace, bruyant et inutile. La meilleure stratégie consiste souvent à utiliser la voiture comme source de recharge ponctuelle et non comme source permanente. Imaginez que l'électricité soit de l'eau. Le moteur est une pompe. Mais vous n'avez pas besoin de laisser la pompe fonctionner toute la nuit si vous pouvez d'abord remplir un réservoir. Dans ce système, le réservoir peut être une station d'énergie portable. Elle contient une batterie, des prises, des protections électroniques et généralement un convertisseur intégré. Vous la rechargez lorsque le véhicule fonctionne, uniquement à travers une entrée et un câble approuvés par le fabricant. Puis, vous éteignez le moteur. La station continue silencieusement à alimenter les lampes, les téléphones, le routeur ou d'autres petits appareils. Cette méthode présente plusieurs avantages. Moins de bruit, moins de carburant gaspillé, moins d'heures de fonctionnement du moteur. Et surtout, aucun moteur allumé pendant que la famille dort.
Certaines stations peuvent aussi être rechargées par des panneaux solaires compatibles. D'autres acceptent une recharge rapide en courant continu. Mais là encore, il faut respecter les limites du véhicule et du système. Une petite prise accessoire ne devient pas plus puissante simplement parce qu'une station d'énergie coûte cher. La puissance de recharge doit rester compatible avec la prise, le fusible et le câblage du véhicule. Pour une installation plus importante, certaines personnes utilisent une batterie auxiliaire à décharge lente avec un chargeur courant continu vers courant continu. C'est une solution courante dans les camping-cars et les véhicules aménagés. Mais ce n'est pas un projet à réaliser avec 2 vieilles batteries et une paire de câbles de démarrage. Une batterie déchargée peut demander un courant très élevé lorsqu'elle est reliée brutalement à une batterie chargée. Un système sérieux doit comporter un chargeur adapté, des fusibles placés correctement, des câbles dimensionnés pour le courant et une batterie installée dans un environnement approprié. Les batteries au plomb peuvent produire des gaz pendant la recharge. Les batteries au lithium nécessitent un système de gestion et un chargeur compatible avec leur chimie. La solution silencieuse peut être excellente, mais seulement lorsqu'elle est conçue comme un système électrique et non comme une expérience improvisée. Voilà pourquoi la méthode japonaise n'est pas simplement acheter un convertisseur et brancher tout ce que vous trouvez. La véritable méthode est réduisez la demande, mesurez les besoins, préparez les connexions et testez le système avant la catastrophe. Cette philosophie change totalement votre liste de priorités. Un radiateur électrique consomme énormément. Une bouilloire électrique aussi. Un grille-pain. Un sèche-cheveux. Un four à micro-ondes ou une plaque de cuisson peuvent absorber en quelques secondes une grande partie de la puissance disponible. Pendant une panne, ces appareils ne sont généralement pas prioritaires. Vous ne cherchez pas à vivre normalement. Vous cherchez à conserver la nourriture, maintenir les communications, éclairer les pièces principales et protéger les personnes vulnérables. C'est une distinction importante. Les entreprises vendent souvent des solutions de secours en vous montrant toute la maison parfaitement éclairée pendant une tempête. Mais la résilience ne consiste pas toujours à tout alimenter. Elle consiste à savoir exactement ce qui ne doit pas s'arrêter. Dans une famille, cela peut être un réfrigérateur contenant des médicaments. Dans une autre, ce sera un téléphone, une radio et quelques lampes. Dans une région froide, le système de chauffage peut devenir prioritaire. Mais une chaudière ou un appareil de chauffage fixe ne doit pas être débranché ou modifié au hasard. Certains équipements possèdent une alimentation par prise ordinaire. D'autres sont raccordés directement au tableau. Certains exigent une mise à la terre, une polarité ou une forme d'onde précise. Faites contrôler votre installation avant la saison des tempêtes. Un professionnel pourra vous dire ce qui peut être alimenté directement, ce qui nécessite un dispositif de transfert et ce qui doit rester complètement séparé. Cette semaine, faites un inventaire. Regardez l'étiquette de votre réfrigérateur. Regardez la puissance de votre routeur. Comptez vos lampes à LED. Identifiez les appareils médicaux ou de communication indispensables. Vérifiez l'état de vos rallonges. Testez vos détecteurs de monoxyde de carbone. Repérez un emplacement extérieur sûr pour le véhicule. Vérifiez également les règles locales concernant le fonctionnement prolongé d'un moteur à l'arrêt. Puis, faites un essai contrôlé. Choisissez une journée calme. Placez la voiture dehors. Branchez uniquement un appareil à la fois. Surveillez le convertisseur. Surveillez les câbles. Écoutez les alarmes éventuelles. Vérifiez la tension indiquée par le système. Assurez-vous que le véhicule ne présente aucun message d'erreur et que la batterie de démarrage reste correctement chargée. Ne quittez pas l'installation pendant ce premier test. Et ne supposez pas qu'un montage fonctionnant pendant 5 minutes fonctionnera automatiquement pendant plusieurs heures. Les véhicules modernes ne réagissent pas tous de la même manière. Certains alternateurs réduisent leur production selon les conditions. Certains véhicules coupent automatiquement des prises. Certains modèles hybrides possèdent des fonctions de fourniture d'énergie très utiles. Certains véhicules électriques disposent d'une sortie intégrée destinée à alimenter des appareils. D'autres n'autorisent aucune utilisation de ce type. Le manuel du constructeur reste toujours prioritaire. Si votre voiture possède une fonction officielle d'alimentation externe, utilisez cette fonction plutôt qu'une solution improvisée. Elle a été conçue avec les protections et les limites propres au véhicule. Et si le constructeur interdit l'utilisation d'un convertisseur puissant sur la batterie, respectez cette interdiction. Votre voiture peut être un outil de secours. Elle ne doit pas devenir une victime supplémentaire de la panne. Pensez maintenant aux 2 scénarios suivants. Dans le premier, la panne commence et vous improvisez. Vous cherchez un convertisseur sur Internet. Vous découvrez que les magasins sont fermés. Vous trouvez une rallonge trop fine. Vous ignorez la consommation du réfrigérateur. Vous placez la voiture trop près de la maison parce qu'il pleut. Chaque décision est prise sous pression. Dans le deuxième scénario, tout a déjà été testé.
Le convertisseur est correctement dimensionné. Les câbles sont protégés. Les rallonges sont étiquetés. Vous savez exactement quels appareils peuvent fonctionner ensemble. Le détecteur de monoxyde de carbone possède des piles neuves. La famille connaît les règles. La panne est identique. Mais le niveau de danger n'a plus rien à voir. Voilà ce que signifie être préparé. La préparation ne supprime pas la tempête. Elle supprime une grande partie de la panique. Vous n'avez peut-être pas besoin d'un groupe électrogène de plusieurs milliers d'euros, mais vous avez besoin d'un plan. Pour certaines maisons, un groupe électrogène reste la meilleure solution. Pour d'autres, une batterie domestique sera plus adaptée. Pour une personne vivant en appartement, une station d'énergie portable peut être beaucoup plus pratique. Et pour de nombreux foyers, un petit système utilisant la voiture uniquement pour recharger ou alimenter quelques appareils essentiels peut suffire à traverser une panne de courte durée. Le secret n'est donc pas que la voiture remplace tous les groupes électrogènes. Le secret est que vous possédez peut-être déjà une partie importante de votre solution de secours. Le moteur est là, le carburant est là, la batterie est là. Ce qui manque, ce n'est pas forcément une autre machine. C'est la connaissance des limites, un équipement correctement choisi et une procédure sûre. Quand le quartier devient noir, la personne préparée ne commence pas à chercher une solution. Elle exécute un plan qu'elle a déjà testé. Elle branche les appareils prioritaires. Elle laisse les équipements énergivores éteints. Elle surveille la ventilation et le monoxyde de carbone. Elle utilise le moteur seulement lorsque c'est nécessaire. Puis elle revient au silence grâce à l'énergie stockée. C'est moins spectaculaire qu'une énorme machine rugissant devant la maison, mais c'est souvent plus intelligent. Et cette intelligence se trouvait peut-être déjà dans votre allée, depuis le début. Avant la prochaine panne, regardez votre voiture autrement. Pas comme une centrale électrique illimitée, pas comme un jouet permettant d'alimenter toute la maison, mais comme une ressource de secours que vous pouvez intégrer dans un plan réaliste. Mesurez, préparez, testez. Et surtout, ne contournez jamais les protections électriques ou les règles de ventilation pour gagner quelques minutes. Au Japon, on pourrait résumer cette philosophie ainsi. Lorsque la préparation est terminée, l'inquiétude perd une grande partie de son pouvoir. Dites-moi en commentaire quels sont les 3 appareils que vous voudriez absolument maintenir en fonctionnement pendant une panne. Et avant d'acheter quoi que ce soit, vérifiez leur consommation réelle. Vous découvrirez peut-être que votre besoin est beaucoup plus petit que vous ne le pensiez. Abonnez-vous, car dans la prochaine vidéo, nous verrons comment préparer une maison à une coupure de 3 jours sans remplir le garage de matériel inutile. Restez prudent, restez préparé. Et souvenez-vous, votre première source d'énergie de secours est peut-être déjà garée devant